Le bruit sec du verrou qui tourne dans la serrure a résonné comme une gifle en plein après-midi de novembre. J'étais debout sur le palier de ma propre maison. Les clés inutiles dans la main. Un sac de pharmacie pendu au poignet. Et la porte refusait de s'ouvrir. Je m'appelle Hélène Dumont. J'ai 72 ans. Je suis veuve depuis 8 hivers. Et j'ai passé 40 ans de ma vie à tenir les comptes d'une grande maison d'édition lyonnaise. Ce que ma belle-fille avait oublié ce jour-là, c'est qu'une femme qui a vérifié 3000 bilans de clôture reconnaît une manœuvre frauduleuse au premier coup d'œil. J'étais partie le matin même à l'hôpital Édouard Herriot pour mon contrôle trimestriel du cœur. Rien de grave. Une simple visite de routine. J'avais prévenu mon fils Antoine la veille. J'avais laissé un mot sur la table de la cuisine. J'avais même préparé un gratin dauphinois pour le dîner. Toujours penser à nourrir les autres? C'est une habitude qu'on prend sans s'en rendre compte. Et qu'on ne perd plus. Même quand les autres ont cessé depuis longtemps de penser à vous. Je suis redescendue les 3 marches du perron. J'ai fait le tour de la maison par l'allée de gravier. J'ai essayé la porte de la cuisine. Celle qui donne sur le jardin. Elle non plus ne s'ouvrait pas. À travers la vitre, j'ai vu ma nappe en lin brodée repliée sur le buffet, remplacée par une horreur en plastique, à motif géométrique. J'ai vu mon service de porcelaine de Limoges empilé sur l'évier comme de la vaisselle destinée à la brocante. Et sur le plan de travail, collé avec un bout de ruban adhésif, une enveloppe beige portant mon prénom, écrit au feutre bleu. Mon cœur a battu 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il s'est calmé. La vieille rigueur comptable a pris le dessus sur la vieille mère que je croyais être. J'ai fait demi-tour. Je suis retournée à la porte principale. J'ai sonné. 1 fois, 2 fois, un long coup. Ma belle-fille Clarisse a ouvert en tablier de cuisine, un torchon à la main, le regard déjà préparé à ce qu'elle allait dire. Derrière elle, dans le couloir, j'ai aperçu mon fils Antoine. Immobile. Les bras, le long du corps, la tête légèrement inclinée vers le sol. À 45 ans, il avait la posture d'un gamin pris à voler des bonbons. Hélène, a dit ma belle-fille avec ce ton doucereux qu'elle prenait pour les vendeurs au téléphone, nous avons pris une décision en famille. La maison est grande. Oui, mais il y a les enfants qui grandissent. Théo qui veut son bureau. Juliette qui a besoin de sa chambre d'adolescente. Nous avons pensé que vous seriez mieux en bas. Le sous-sol a été aménagé. Vous verrez. C'est très confortable. Il y a même une petite kitchenette. On street. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé, par-dessus mes lunettes, à monture fine, avec cette attention particulière que j'adressais autrefois aux apprentis qui essayaient de faire passer une note de frais douteuse. Elle a continué, parce que le silence la mettait mal à l'aise. Parce qu'elle avait préparé un discours et qu'il fallait bien qu'il sorte en entier, j'ai descendu vos affaires moi-même, avec beaucoup de soin, votre lit, votre commode, vos livres, la télévision aussi, enfin, une petite, le salon en haut. Voyez-vous, nous en avons besoin pour recevoir mes parents à Noël, et les collègues d'Antoine, ce sera plus pratique pour tout le monde. Carlos, mes parents à Noël, les collègues d'Antoine, dans ma maison, dans le salon dont j'avais choisi moi-même le papier peint à fleurs de lis bleu quand Antoine avait 6 ans, dans la maison que mon mari Raymond et moi avions achetée en 1966 avec l'héritage de ma mère et 10 à 7 années d'économie serrée au centime près, j'ai tourné la tête vers mon fils. Nos regards se sont croisés une demi-seconde. Il a baissé les yeux exactement comme Sophie. Non. Comme ces hommes qui savent qu'ils ont perdu avant même que la bataille commence. Ce geste m'a coûté plus cher que toutes les humiliations. Un fils qui détourne le regard de sa mère dans sa propre entrée, c'est une fissure qu'aucun mastic ne vient plus jamais combler. Très bien, ai-je dit enfin.
d'une voix posée. Dans ce cas, je vais ressortir. J'ai oublié quelque chose à la pharmacie. Ma belle-fille a eu l'air surpris. Elle s'attendait probablement à des larmes, à des cris, à une vieille dame effondrée qu'on guide gentiment vers la cave aménagée. Elle a hoché la tête plusieurs fois. Trop vite. Oui. Oui. Bien sûr. Prenez votre temps. Quand vous reviendrez, je vous montrerai votre nouvel espace. Art Inman. Je me suis retournée sans un mot. J'ai redescendu les 3 marches du perron. J'ai marché jusqu'au portail. J'ai refermé la grille derrière moi. Et j'ai continué sur le trottoir sans me retourner une seule fois. Le vent de novembre mordait les joues. Je n'avais pas froid. J'avais cette chaleur intérieure très particulière qu'on ressent lorsqu'on comprend. Enfin, que l'on ne reverra plus jamais les choses comme avant. J'ai marché jusqu'à la place Bellecour. J'ai pris un taxi. Au chauffeur. Un homme d'une 50aine d'années qui m'a ouvert la portière avec courtoisie. J'ai indiqué l'hôtel Carlton. Rue Jussieu. Pendant le trajet, j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler les contacts. J'ai cherché un nom que je n'avais pas composé depuis bientôt 6 ans. Maître Bertrand Valois. Ancien notaire, associé de l'étude où j'avais autrefois tenu les livres, aujourd'hui avocat de son côté, spécialisé en droit patrimonial de la famille, il a décroché à la 3e sonnerie, sa voix grave, un peu enrouée, celle d'un homme qui fumait encore la pipe malgré les recommandations de sa femme, Hélène Dumont. Mon Dieu, tout va bien. Non. Bertrand. Rien ne va. Mais j'ai besoin que tout aille bien demain matin à 8 heures. Axe on. Je lui ai exposé la situation en 7 phrases. 7 phrases précises. Sans adjectifs inutiles. Comme je rédigeais autrefois les rapports au conseil d'administration, le changement de serrure, l'aménagement du sous-sol fait en mon absence, l'enveloppe collée sur le plan de travail que je n'avais même pas ouverte, la présence silencieuse de mon fils. « Vous avez toujours les titres de propriété ?» m'a-t-il demandé. Dans le coffre de la Banque du Crédit Mutuel. Agence Foch. Raymond et moi avions acheté en indivision en 66. À sa mort, j'ai fait refaire l'acte. La maison est à mon seul nom depuis 2000, dit Asset. Ni mon fils ni ma belle-fille ne figurent sur aucun document. Ils habitent sous mon toit depuis 5 ans à titre purement gratuit. Pas de bail, pas de convention d'occupation. Rien. Ma parole et ma bêtise, Hélène. Votre bêtise, comme vous dites, est précisément ce qui nous protège aujourd'hui. Un prêt à usage verbal est révocable à tout moment par le propriétaire. C'est le Code civil qui le dit. Article 10 à 888. J'ai souri dans le taxi. J'avais oublié à quel point les numéros d'articles pouvaient être apaisants. Je veux une sommation d'huissier pour demain matin. Délai raisonnable. 3 mois. Pas un jour de plus. Je veux aussi un dépôt de plainte préalable pour violation de domicile et changement de serrure sans autorisation du propriétaire. Au cas où les choses se compliqueraient. Et je veux passer à votre étude à 7h30 demain pour tout signer. No bueno. Il y a eu un silence. Puis Bertrand a ri doucement. Vous n'avez pas changé d'un iota? Hélène. Vous savez que vous êtes probablement la seule cliente que j'ai jamais eue qui connaît mes propres horaires d'ouverture mieux que moi. And one. J'ai raccroché au moment où le taxi s'arrêtait devant l'hôtel. J'ai pris une chambre supérieure au 4e étage. Vue sur le Rhône. Je l'ai payé avec la carte bleue de mon compte personnel, celui que Clarisse ignorait entièrement parce qu'il était domicilié à Paris. Un vieux compte d'épargne ouvert dans les années 80 que je n'avais jamais fermé. La réceptionniste. Une jeune femme aux cheveux courts, que m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour les bagages. Je n'avais qu'un sac de pharmacie et un sac à main, en cuir brun. Tout ce que je possède d'important est ici. Ma petite? Lui ai-je répondu. Dans ce sac et dans cette tête,
Elle a souri sans comprendre. J'ai pris la clé magnétique et je suis montée. Dans la chambre, j'ai ouvert le sac à main. J'en ai sorti l'enveloppe beige. Je ne l'avais pas décollée du plan de travail. Finalement, je l'avais glissée dans ma poche au moment où ma belle-fille parlait de Noël et des collègues. Geste automatique d'ancienne comptable, ne jamais laisser un document compromettant là où quelqu'un peut le reprendre. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre tapée à la machine, signée par ma belle-fille, uniquement, pas par mon fils. Elle m'expliquait que la réorganisation des espaces avait été décidée dans mon intérêt, que la cave aménagée était parfaitement adaptée aux personnes âgées pour éviter les chutes dans les escaliers et qu'une participation mensuelle aux charges de 1 200 € serait désormais attendue de ma part pour les services rendus, précisait la phrase finale, soigneusement soulignée, 1 200 € par mois, pour vivre au sous-sol de ma propre maison, pour payer à ma belle-fille le privilège de ne plus voir la lumière du jour. J'ai posé la lettre sur le bureau. J'ai commandé une soupe de potimarron et un verre de Côte-du-Rhône au room service. J'ai allumé la télévision. J'ai trouvé une rediffusion d'un vieux film avec Simone Signoret et j'ai mangé lentement, en regardant Simone me dire des choses que j'avais mis 72 ans à comprendre. J'ai dormi 7 heures d'affilée. Je n'avais pas dormi 7 heures d'affilée depuis 3 ans. Le lendemain, à 7h20, j'étais assise dans le bureau de Bertrand Valois, rue de la République, à 7h45. J'avais signé la sommation, le dépôt de plainte et une procuration permettant à son cabinet de suspendre immédiatement tous les contrats domestiques à mon nom, l'électricité, les gaz de Lyon, l'abonnement fibre, la chaîne cryptée du sport que mon fils regardait tous les dimanches et la carte bleue supplémentaire de ma belle-fille adossée à mon compte joint historique, celui que j'avais naïvement gardé ouvert, après mon veuvage par commodité administrative. Hélène, m'a dit Bertrand en me tendant un café noir, je dois vous demander quelque chose de désagréable. Avez-vous une idée, même vague, de ce que votre fils et sa femme font réellement de leurs revenus, parce que 5 ans d'hébergement gratuit dans une maison bourgeoise de Caluire et Cuire, ce n'est pas rien. Anda, j'ai haussé les épaules. Antoine travaille dans une société d'informatique, des logiciels de gestion. Clarisse est employée dans une agence immobilière du 6e arrondissement. Ils gagnent bien leur vie. Je suppose. Ils parlent souvent de vacances à Mykonos. D'une nouvelle voiture. Bertrand a hoché la tête lentement. Je vais demander à mon clerc de faire une vérification discrète sur leurs adresses et comptes connus, juste pour savoir à qui nous avons affaire. Aïe, j'ai quitté son bureau à 8h15. Le maître huissier Jérôme Lefebvre, un jeune homme, au costume anthracite, parfaitement coupé, et monté dans sa voiture, avec sa mallette en cuir fauve, il devait être à Caluire et Cuire, devant la porte de ma maison. À 8h35, je suis retournée à l'hôtel. J'ai commandé un autre café. Je me suis assise dans le fauteuil du hall. J'ai pris un exemplaire du Progrès qui traînait sur la table basse et j'ai attendu. À 8h41, mon téléphone a vibré. Numéro d'Antoine. Je n'ai pas répondu. À 8h43, nouvel appel. À 8h45, le numéro de ma belle-fille. Je ne bougeais pas. À 9h02, un message vocal. J'ai attendu encore 5 minutes avant de l'écouter. La voix de ma belle-fille était montée d'une octave complète. Elle parlait de procédure indigne, de manipulation, de vieillesse qui altère le jugement. Elle disait que j'avais changé depuis quelques mois, qu'elle avait des témoins, qu'elle envisageait de prendre contact avec un médecin pour faire évaluer ma capacité à gérer mes affaires. J'ai souri. La mise sous tutelle, la menace préférée des familles cupides, ma belle-fille ignorait que j'avais fait évaluer mes fonctions cognitives 3 mois plus tôt. Sur les conseils de mon médecin traitant,
par un neurologue de l'hôpital Pierre Wertheimer. Le rapport était glissé dans mon dossier bancaire avec le titre de propriété, score maximal, mémoire excellente, raisonnement logique préservé. J'étais, officiellement et médicalement, plus lucide que la plupart des adultes de mon entourage. J'ai rappelé Antoine. Cette fois, j'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il décroche. Maman. Bon sang. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix tremblait. Pas de colère. De peur. C'était déjà un progrès. J'ai fait ce qu'une propriétaire fait lorsqu'on la chasse de chez elle. Mon garçon. J'ai appliqué la loi. Ta femme a 3 mois pour quitter ma maison. Toi aussi? Si tu choisis de rester avec elle. Les enfants ont bien sûr le droit de venir me voir, dans la mesure où je demeure leur grand-mère. Quoi qu'il advienne du reste, maman, on va discuter. On va arranger ça. Clarisse a été impulsive. Elle pensait bien faire. Antoine. Interromps-moi encore une fois, et je raccroche définitivement. Ta femme n'a pas été impulsive. Elle a changé les serrures. Ce qui suppose un rendez-vous avec un serrurier, une prise de mesure, un devis, un paiement. Elle a descendu mes meubles au sous-sol, ce qui suppose de l'organisation. Elle a tapé une lettre en me réclamant 1 200 € par mois, ce qui suppose de la préméditation. Elle n'a pas été impulsive. Elle a été méthodique. Et toi, tu étais dans le couloir, silencieux. Quand je suis arrivée, ça aussi, ce n'est pas de l'impulsion. C'est du consentement. Je ne savais pas qu'elle ferait tout ça aujourd'hui. Mais tu savais qu'elle le ferait. Le silence qui a suivi était si long que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis j'ai entendu sa respiration. Lourde, comme un homme qui se noie et qui vient de comprendre qu'aucun canot ne va venir le chercher. Je te rappelle ce soir. Maman, s'il te plaît, ne coupe pas complètement. Je ne coupe rien. Antoine, c'est vous qui avez coupé. Moi. Yetrie. En mer. J'ai raccroché. J'ai rangé le téléphone. Je suis remontée dans ma chambre. J'ai pris une douche brûlante. J'ai mis mon tailleur bleu marine, celui que je n'avais plus porté depuis mon départ à la retraite. Je suis descendue à la boutique du rez-de-chaussée. J'ai acheté un foulard Hermès à motif géométrique, pas par coquetterie, mais parce que je voulais me rappeler que j'étais encore capable de m'offrir quelque chose sans demander la permission à personne. J'ai déjeuné seule dans un restaurant place des Jacobins, un plat de quenelle sauce. Nantois comme je n'en avais plus mangé depuis que Raymond était mort, parce que Clarisse trouvait que c'était trop lourd pour le soir. 2 jours ont passé. Bertrand m'a appelé le mercredi matin. « Hélène, asseyez-vous. Ce que Montclair a trouvé est plus lourd que ce à quoi je m'attendais. » Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. « Je vous écoute, votre belle-fille. » Clarisse Dumont. Née Fauvel. Puis est mentionnée dans un dossier ouvert, il y a 7 mois, à la Chambre régionale des notaires. Une plainte pour usurpation d'identité au préjudice d'une de ses clientes âgées, une dame de 83 ans, dont elle s'occupait de la vente d'un appartement. L'agence a étouffé l'affaire en dédommageant la plaignante, et Clarisse a été mutée d'une agence à l'autre. Votre fils, Louis, n'a aucune affaire judiciaire directe. Mais il a signé il y a 4 mois un cautionnement personnel de 70 000 € pour un emprunt contracté par sa femme auprès d'une banque en ligne. L'emprunt a servi à rembourser des dettes de jeu. Selon les motifs déclarés, votre fils est officiellement engagé jusqu'au cou sur une dette qu'il n'a pas lui-même utilisée. Et ce n'est pas tout. Allez-y. Il y a 6 semaines, Clarisse a tenté de faire établir un mandat de protection future à votre nom par l'intermédiaire d'un notaire de Villeurbanne qui n'est pas le vôtre. Elle s'est présentée comme votre belle-fille dévouée et a prétendu que vous présentiez des troubles de la mémoire. Le notaire a exigé votre présence physique
Et les documents médicaux, elle n'est jamais revenue. Le dossier est resté en instance. Un mandat de protection future. Et je répétais lentement. Pour que ce soit elle qui gère mes biens le jour où l'on me déclarerait incapable. Exactement. Hélène. Ce que votre belle-fille a fait lundi. Ce n'est pas un coup de tête. C'est l'accélération d'un plan qui durait depuis plusieurs mois. Le sous-sol et la participation de 1 200 €, c'étaient les premières briques d'une construction visant à vous faire apparaître dépendante. Soumise. Et finalement inapte. Our quote. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé au dimanche où Clarisse m'apportait une tisane en disant « Reposez-vous ». Hélène. Vous avez l'air fatiguée. J'ai pensé aux fois où elle avait proposé de gérer les factures pour me simplifier la vie. J'ai pensé à mon fils, qui n'avait rien vu, ou qui avait choisi de ne pas voir, ce qui revient au même lorsqu'on a 45 ans et qu'on laisse sa mère être enfermée au sous-sol de sa propre demeure. Bertrand, ai-je dit, en rouvrant les yeux, est-ce que ce dossier de Villeurbanne peut être joint à notre procédure? Absolument. Et je vous conseille également de déposer une plainte pour tentative d'escroquerie envers personnes vulnérables. C'est le code pénal. Article 223-15-2. Peine encourue. 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Faites. Et convoquez-les à votre cabinet. Mon fils. Ma belle-fille. Et nous deux. Dans 3 jours. À 14 heures. Je veux voir le visage de Clarisse quand vous lui lirez la liste. One quote. Le vendredi suivant. À 14 heures. Exactement. La porte de la salle de réunion de Bertrand Valois s'est ouverte. Mon fils est entré le premier. Le teint gris. Les yeux rouges. Une barbe de 3 jours. Il avait beaucoup maigri en 4 jours. Ce qui est biologiquement impossible, mais qui arrive lorsque la vérité commence à digérer quelqu'un de l'intérieur. Ma belle-fille le suivait. En tailleur noir, rouge à lèvres frais, le menton levé. Elle avait choisi la stratégie du combat. Je ne me suis pas levée. Je suis restée assise en bout de table, mes 2 mains posées à plat sur le bois ciré, mes nouvelles chaussures bien parallèles sous ma chaise. Bertrand, à ma droite, avait devant lui un dossier beige de près de 5 cm d'épaisseur. Madame Dumont. Monsieur Dumont, merci d'être venu. Prenons place. Abeline, Clarisse s'est assise sans un regard vers moi. Elle s'est adressée directement à Bertrand. Comme si j'étais un meuble. Maître, je vous préviens d'emblée que ma belle-mère traverse un épisode de confusion. Nous sommes prêts à retirer toutes les plaintes, en échange d'un engagement familial, à consulter un gériatre rapidement. Madame, a répondu Bertrand sans élever la voix. Votre belle-mère a été évaluée il y a 3 mois par le professeur Marshall, chef du service de neurologie de l'hôpital Pierre Wertheimer. Le compte-rendu est dans ce dossier. Elle est parfaitement lucide. Ce que je m'apprête à lire, en revanche, est un document qui concerne directement vos propres agissements. Isaac. Il a sorti le premier feuillet. L'affaire de l'appartement de la cliente de 83 ans. Il a lu les dates. Les montants. Le nom de l'agence. J'ai vu ma belle-fille devenir blanche par petites zones. D'abord les joues, puis le front, puis le cou. 2e feuillet. Le cautionnement de 70 000 € signé par mon fils. Les motifs déclarés. Le nom de la banque en ligne. Mon fils a levé les yeux vers sa femme. Un regard que je n'avais plus vu chez lui depuis qu'il avait 14 ans et qu'il avait surpris son père en train de mentir à sa mère sur un détail sans importance. Un regard de rupture. 3e feuillet. Le mandat de protection future, avorté à Villeurbanne. Là, Clarisse s'est redressée brusquement. C'est un malentendu. Ce notaire s'est trompé sur mes intentions. Votre malentendu, Madame, a repris Bertrand toujours aussi calmement, a laissé des traces écrites
Une demande tapée par vos soins sur papier, à en tête de votre agence, et une réception de documents que le clerc du notaire a bien voulu me transmettre ce matin. Moment. Le silence qui a suivi était celui d'une banquise qui craque. Mon fils s'est levé. Il a fait 2 pas en direction de la fenêtre, puis il est revenu vers la table. Il s'est appuyé des 2 mains sur le dossier de sa chaise, et il a dit, d'une voix basse, sans regarder sa femme, « Maman, je suis désolé. Je n'ai pas su. Je n'ai pas voulu savoir. C'est pire. C'est pire. » Ai-je confirmé? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Antoine. Je ne veux rien de toi. Tu es un homme de 45 ans. Tu décideras tout seul. Mais moi, j'ai 3 exigences. J'ai tiré de mon sac à main une feuille pliée en 4. Je l'ai dépliée posément. Je l'ai lue à voix haute. Premièrement, ta femme quitte ma maison dans les 15 jours. Pas 3 mois. Ce délai est raccourci en raison des éléments nouveaux relatifs à sa moralité. Deuxièmement, les 2 enfants peuvent, s'ils le souhaitent, passer les week-ends à la maison avec toi, à condition que ce soit toi qui les accompagne, jamais elle. Troisièmement, le cautionnement que tu as signé, tu vas le contester en justice si tu veux te reconstruire. Sinon, tu traîneras cette dette comme un boulet jusqu'à tes 70 ans et tu ne pourras jamais acheter quoi que ce soit. C'est tout. Ce sont mes conditions. Je ne négocie aucun des 3 points. Avenue, Clarisse a éclaté. Vraiment éclaté. Dans toute la vulgarité que ses tailleurs noirs dissimulaient d'ordinaire, elle a crié que j'étais une vieille femme aigrie, que je voulais séparer un couple, que je détestais le bonheur des autres, que mon fils me devait tout, que sans elle, il serait encore un petit employé sans ambition. Bertrand a frappé doucement la table du plat de la main. « Madame. » Un mot de plus sur ce ton, et j'ajoute l'outrage à la plainte existante. Vous êtes ici dans un cabinet d'avocat, pas dans votre salon. Elle s'est tue. Mon fils a levé la main droite vers elle. Paume ouverte. Comme pour dire stop. Pour la première fois depuis 13 ans de mariage, Clarisse, rentre à la maison, fais tes valises. Je ne viendrai pas ce soir. Je dormirai à l'hôtel. Elle est partie. Elle a claqué la porte si fort qu'une gravure au mur a tremblé. Mon fils est resté. Il s'est rassis en face de moi. Pour la première fois depuis très longtemps, il m'a vraiment regardé, sans ce voile de culpabilité molle qu'il portait depuis des années. Maman, je vais demander le divorce. Je vais aussi aller voir les parents de Clarisse pour qu'ils sachent. Je ne sais pas si je me remettrai de tout ça, mais je sais une chose. Je ne peux pas continuer à être le fils qui a laissé faire. Antoine. Lui ai-je répondu. Tu n'as pas à te remettre de tout ça. Tu as à vivre avec. C'est différent. 4 mois ont passé. Ma maison à Caluire et Cuire respire de nouveau. J'ai fait refaire les peintures. J'ai choisi un jaune doux pour le salon. La couleur du soleil, qui entre le matin par la fenêtre, qui donne sur le cerisier. J'ai donné la télévision géante que ma belle-fille avait installée à un foyer d'hébergement d'urgence du 8e arrondissement. J'en ai racheté une modeste, juste assez grande pour regarder mes documentaires d'art. Le soir, en mangeant une soupe, Antoine vient le samedi midi avec Théo et Juliette. Nous déjeunons ensemble d'un rôti de veau et d'une tarte aux mirabelles. Juliette m'aide à faire la vaisselle. Théo lit mes vieux livres sur l'histoire de Lyon. Antoine a entamé la procédure de divorce et conteste le cautionnement. Il a trouvé un petit appartement à Ouliens. Il paye son loyer. Il apprend, à 45 ans, des choses qu'un homme devrait savoir à 25. Clarisse a été licenciée de son agence dès que l'affaire des plaintes a commencé à circuler dans le milieu immobilier lyonnais. Elle vit désormais chez sa mère à Vienne. L'enquête judiciaire suit son cours. Bertrand me dit qu'elle ne fera probablement pas de prison ferme, mais qu'elle ne retravaillera plus jamais dans l'immobilier de sa vie. C'est suffisant pour moi.
Je n'ai jamais cherché à la détruire. J'ai seulement refusé qu'elle me détruise. Mes amis Michel. Simone et Françoise viennent jouer au tarot le mardi après-midi. Elles apportent des gâteaux de chez Pignol. Nous parlons de tout, de nos maris morts, de nos genoux qui grincent, de la politique qu'on comprend de moins en moins et qu'on trouve toujours aussi décevante. Une fois par mois, je donne une conférence gratuite à la maison des associations du 3e arrondissement. J'explique aux femmes de mon âge comment vérifier un acte notarié, comment lire un contrat d'assurance vie, comment détecter les signes d'une emprise financière familiale. Bertrand me fournit les fiches juridiques. J'ajoute l'expérience. Hier soir, j'étais assise dans mon fauteuil près de la fenêtre du salon. J'ai ouvert mon cahier à couverture cartonnée. J'ai commencé à écrire. Je ne sais pas si cela deviendra un livre un jour. Je ne sais pas si quelqu'un lira ces pages autres que moi. Je les écris pour les femmes qui pensent à 60, 10 ans, à 60 ans, à 50, qu'il est trop tard pour se défendre. Je les écris pour qu'une seule d'entre elles, une seule, se lève un matin et dise non. Ce n'est pas au sous-sol que je vais vivre. Ce n'est pas au sous-sol que je vais mourir. Mon téléphone a sonné. Antoine. Il voulait savoir si je voudrais bien venir manger dimanche à Ouline. Il avait invité Juliette pour son anniversaire. Il avait appris à faire un gâteau au chocolat, tout seul. En regardant une vidéo, il voulait que je le goûte. Il avait peur qu'il soit raté. J'arrive à midi, lui ai-je répondu. Et mon garçon, même s'il est raté, il sera bon. Parce que tu l'auras fait toi-même? Oblai. J'ai raccroché. J'ai reposé mon stylo. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit tombait sur Caluire. À 12, sans menace. La maison était silencieuse. Mais ce silence-là n'était plus le silence de la peur. C'était le silence de la paix. Le silence de quelqu'un qui possède à nouveau chaque centimètre carré de sa vie, chaque heure de ses journées, chaque battement de son cœur. À 72 ans, j'avais enfin compris ce que 40 ans de comptabilité ne m'avaient pas appris. Le vrai patrimoine, ce n'est pas la maison, c'est la dignité avec laquelle on l'habite. Et cette dignité, là, personne, absolument personne, ne me la reprendrait plus jamais.